Et avec nous, Mickaël Darmon. Bonjour Mickaël, merci d'être là, éditorialiste politique à I24 News. Éric Revel, bonjour Éric, merci également d'être là, éditorialiste politique, directeur de la revue L'Hémicycle. On va parler évidemment de ces législatives. J-10 avant le premier tour, l'antisémitisme présent de nouveau tragiquement dans la campagne après le viol d'une jeune fille de 12 ans. La France insoumise montrée du doigt par des responsables politiques. On va en parler, et puis on parlera de l'économie dans la campagne, prise de position du MEDEF qui juge les positions de LFI et du Rassemblement national dangereuses pour l'économie. On va évidemment en parler. Mais d'abord, on va voir votre reportage, Audrey. C'est tout de suite. Et durant cette campagne des législatives, nous suivons des candidats en campagne. Audrey, avec Aurélien Romano, vous êtes rendu dans le Calvados où se représente Elisabeth Borne. Oui, la dissolution de l'Assemblée a des conséquences pour le camp d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne doit repartir en campagne puisqu'elle était Première ministre, mais elle est redevenue députée dans la 6e circonscription du Calvados. C'est assez difficile pour elle. Beaucoup l'identifient au 49.3 qu'elle a dû utiliser. Regardez. Même sous un parapluie, Elisabeth Borne passe difficilement inaperçue. Moi, je vais voter pour vous. Merci beaucoup, Merci. Bonjour madame, ça va? Bonjour monsieur, ça va bien? Sur ce marché du Calvados, au milieu des produits locaux, l'accueil est plutôt bienveillant. Un basique de la cuisine normande, la crème. Voilà, on peut le dire. exactement. Et la torgoule également. Ouais. Des trucs légers, là. Mais l'ancienne première ministre, redevenue députée, incarne la politique d'Emmanuel Macron et forcément, certains l'interpellent. Pourquoi vous ne passez pas un 49.3 pour obliger Total à payer ses impôts sur ses bénéfices en France? Comment le 49.3, vous le passez avec des gens comme nous et pourquoi vous ne le passez pas avec des gens comme eux? Elisabeth Borne assume son bilan et n'hésite pas à tacler au passage Jordan Bardella, qui affirme ne pas vouloir gouverner en cas de majorité relative. Il y a 63 textes et j'y crois profondément, sur lequel j'ai été construire des majorités avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Moi, j'assume d'avoir au mieux, dans un contexte de majorité relative qui manifestement fait peur à tout le monde, puisque je vous dis, M. Bardella, il dit « Ah, moi, s'il y a une majorité relative, j'y vais pas. » Ben, qui est-ce qui y va? Il faut bien qu'il y ait des gens pour gouverner dans le pays. C'est pas facile, la majorité relative. Elisabeth Borne met aussi en avant les emplois créés depuis 7 ans. Mais dans la 6e circonscription du Calvados, territoire rural et désindustrialisé, le sentiment de déclassement est très important. Et ils sont nombreux à tenir Emmanuel Macron pour responsable. Il y en a marre, il y en a vraiment marre là. On travaille, si c'est les fins de mois sont difficiles, c'est toujours une augmentation, c'est toujours ceci, c'est toujours cela. Ils pensent beaucoup à ceux qui ont de l'argent, qui sont vraiment dans le haut. Ceux qui travaillent, ils pensent pas à nous. Bonjour madame. Une colère que tente de capter Noé Gauchard avec la bannière du nouveau Front populaire. Notre programme, la retraite à 60 ans, la hausse des salaires. En 2022, il a échoué de quelques points face à Elisabeth Borne, mais entre-temps, il y a eu la réforme des retraites. Oui, vous savez, Madame Borne a fait passer la réforme des retraites pour la prolonger à 64 ans. Évidemment, celle qui a porté la retraite à 64 ans et qui est quand même allée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale prononcer le 49.3 pour la faire adopter in fine, c'est bien Elisabeth Borne, celle qui se prétend députée ici aujourd'hui. Donc voilà, évidemment qu'on va insister sur ce sujet. Mais il y a une autre personnalité qui s'invite dans ce duel, Nicolas Calbry, le tout nouveau candidat du Rassemblement national, que nous retrouvons à Paris. Je fais partie de ces Normands qui travaillent à Paris et qui vivent en Normandie. Malgré la campagne express, il n'est en circonscription que le week-end et mise sur le sentiment de rejet autour d'Elisabeth Borne. Et Madame Borne est très identifiée, elle est identifiée à l'échec de la Macronie, à la brutalité de comment elle a gouverné pendant 18 ou 20 mois. Madame 49.3, comment nous on l'appelle, elle a gouverné contre le Parlement, elle a fait passer une réforme des retraites sans vote. C'est quasiment une chance d'être face à Madame Borne qui est extrêmement bien identifiée et on voit que les Normands ont clairement envie de la sanctionner. S'il est si confiant, c'est parce que dans la 6e circonscription du Calvados, le RN de Jordan Bardella a remporté 34% des suffrages aux élections européennes. On va d'abord regarder, pardon Éric, avant de vous donner la parole, l'ensemble des candidats dans cette 6e circonscription du Calvados. Ils sont 8 à se présenter et on le rappelle que le premier tour aura lieu le 30 juin prochain. Voilà pour la totalité des candidats. Éric, on le voit dans le reportage d'Audrey, pas facile de faire campagne quand on vient de la majorité présidentielle et encore moins quand on a été Premier ministre. Ben non, je regardais sur les 22 ministres sortants du gouvernement qui se présentent aux législatives.
il y en a 21 qui ne mettent pas l'affiche, le visage du président de la République sur leurs affiches. Donc que ce soit difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce que je trouve très intéressant dans le reportage, c'est que vous avez comme une ancienne première ministre, donc qui incarne le pouvoir dans une circonscription, celle du Calvados, et vous avez en face, par exemple, le représentant du RN qui, lui, ne fait pas campagne, puisqu'il travaille à Paris. Il travaille à Paris. Donc il n'y va que le week-end, c'est ce qui est dit dans le reportage. Et en dépit de ça, il a peut-être des chances d'être face à quelqu'un d'autre au second tour, parce que précisément, vous avez une vague forte. Parce que précisément, le RN, aujourd'hui, il s'ancre dans les territoires où il n'était jamais présent, avec des gens qui vous expliquent, moi j'ai été au contact aussi, comme vous le faites, avec des gens qui vous expliquent que pendant des décennies, on avait des experts les plus intelligents, les plus compétents à gauche et à droite. Pour se retrouver dans la situation où on est, par exemple, économiquement ou financièrement, on en reparlera. Alors pourquoi pas faire appel à des gens qu'on stigmatise, ceux du RN, en disant ils sont incapables de gouverner. Les gens vous disent mais pourquoi pas les essayer? C'est ça l'argument central aujourd'hui. Donc ce type, cet apprenti député, il est à Paris parce qu'il y travaille, bon très bien, il y va que le week-end et peut-être qu'il sera au second tour. Et en surfant, Audrey, sur le sentiment de déclassement, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est vraiment ce qu'on retient dans le reportage. Les gens se sentent... on tiennent vraiment Emmanuel Macron pour responsable du pouvoir d'achat, du fait de ne pas trouver un logement. Et vraiment, il le fixe. Et c'est vrai que ce qui est compliqué pour Elisabeth Borne, c'est qu'elle incarne finalement la politique d'Emmanuel Macron. Elle a été dans son gouvernement pendant longtemps. Ensuite, elle a été Première ministre. Et oui, elle porte, elle est un peu un totem finalement de ce rejet d'Emmanuel Macron. C'est ça. En fait, il joue beaucoup sur le réel sentiment de déclassement, le Rassemblement. D'abord, effectivement, un des vecteurs de la vague RN, c'est un fort sentiment anti-élite. Et plus qu'un sentiment, une fronde anti-élite qui, au fond, continue à être la déclinaison, le ruissellement, pourrait-on dire même, des Gilets jaunes qui se sont imprégnés dans ce vote-là et qui, aujourd'hui, le constituent. Elisabeth Borne, aujourd'hui, elle ne fait plus... C'est pas qu'elle incarne, elle subit la politique d'Emmanuel Macron. Il faut savoir que la personne qui fait campagne, cette ancienne première ministre, est une personne très en colère, qui n'a pas mâché ses mots à l'égard du président de la République sur la décision de dissoudre, et d'autant plus qu'il l'a fait avec un argument qu'il a absolument révulsé en disant que l'incapacité du gouvernement à fonctionner, et du Parlement à fonctionner dans le cadre de la majorité relative, alors que le mantra de la majorité, y compris celui du président à une époque, c'est de dire mais nous allons trouver des textes, nous trouvons des textes, regardez bien, vous voyez bien qu'on arrive jour après jour à voter et à faire avancer la politique du gouvernement. Et voilà que tout ça est passé par la fenêtre. Donc elle fait campagne, je dirais, avec forcément sincérité, mais avec beaucoup de colère également. De sa part, et donc ça va pas être facile. Et c'est vrai que ça, elle nous l'a rappelé beaucoup, parce que quand les gens, il y a des gens qui l'interpellent un petit peu en off, qui disent vous avez mis du 49.3, Madame 49.3, et en fait elle tient à rappeler qu'elle a passé 63 textes en allant chercher des majorités, que ça n'a pas été facile, qu'elle a été à la tâche et qu'elle a eu du mal, et elle l'admet, mais qu'elle y est allée, et c'est là où elle tacle finalement Jordan Bardella qui dit qu'il ne gouvernera pas sans majorité absolue. Ouais. Audrey, juste un mot parce que c'est important. 3 semaines de campagne, ça change quand même la chose pour les candidats sur le terrain. Oui, un exemple très concret, Noé Gauchard, qu'on a vu sur les images. Donc c'est le candidat LFI qui a commencé, lui, à faire campagne sans avoir ses tracts. Il a même dû attendre 1 semaine dans l'incertitude que les investitures tombent. Et maintenant qu'il est le nouveau candidat officiel, donc du nouveau Front Populaire, alors il va sur les marchés, il essaye de sillonner la circonscription, mais il n'y en a pas tous les jours des marchés. Donc il est allé au baccalauréat, il est à la sortie des lycées pour essayer de cibler le vote jeune. Il fait 5 actions de campagne dans la journée parce qu'on est vraiment sur une campagne express. Et puis on l'a vu aussi dans le reportage, Nicolas Calbry, lui, il est encore au travail. Mais c'est vrai que arrêter le travail pendant 3 semaines pour aller faire campagne, c'est pas forcément évident quand on a un métier qui est à Paris. C'est un peu difficile de l'abandonner du jour au lendemain. Et puis on peut se poser la question aussi, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'en 3 semaines, on arrive à convaincre les électeurs de changer pour tel ou tel candidat? C'est ce que semble penser Elisabeth Borne. Elle sillonne les marchés. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'elle y a passé longtemps. On a passé 2h30, on était sous la pluie. Elle va voir chaque personne pour défendre son bilan, pour parler de ce qu'elle a mené. Et l'idée, en fait, j'ai l'impression que c'est d'être vue. Et aussi, c'est peut-être anecdotique, mais ça reste important, de rappeler les dates des élections. Parce qu'en fait, ça tombe un petit peu sur tout le monde. Et voilà, l'idée, c'est de marteler que les élections, le premier tour, c'est le 30 juin. Parce que les gens ne le savent pas forcément. Ouais. Compliqué, cette campagne en 3 semaines, ça profite à qui? Ça profite aux sortants? Ça profite à la dynamique des Européennes? Aux procurations.
procurations. Vous avez vu l'explosion du nombre de procurations dans le pays. Alors, les gens essaient de se dire, sans doute, de se rassurer. Ça profite à l'extrême gauche, ça profite à la droite nationale, ça profite au centre. Moi, je pense aussi, pardonnez-moi, mais qu'entre le 30 juin et le 7 juillet, l'air de rien, en dépit de ce qui nous arrive dans cette crise politique majeure, il y a des Français qui partent en vacances. Mais s'ils veulent voter, ils sont obligés. Donc, comme oui, mais c'est ça aussi qui, à mon sens, qui explique l'explosion des procurations. C'est pas forcément une mobilisation pour un camp ou pour un autre. Mais il y a des gens qui veulent voter, comme ils partent en vacances, ils ont réservé leur gîte rural ou leur location, ils veulent voter, donc ils prennent une procuration, voilà. Bon, à profit à qui, on verra, on a un expert. Oui, c'est pas forcément un sursaut de la participation pour vous. On peut s'attendre à ce qu'il y ait une participation plus importante que ne serait-ce qu'au dernier scrutin des européennes. Pour l'instant, ça profite surtout au chaos. Pour l'instant, ça met vraiment, je dirais, en situation le fait que le fameux en même temps est devenu un contretemps. Et que de ce point de vue-là, c'est sûr que la précipitation avec laquelle les partis ont dû s'organiser, sous le couvert d'une supposée clarification, débouche sur une confusion totale. Parce que les Français voient bien que les accords sont multiples, qu'il y a des accords parfois contre nature, des alliances que l'on ne comprend pas, des arrangements d'état-major qui se retrouvent sur le terrain avec des situations compliquées. Et il va falloir qu'ils donnent des experts de la carte électorale en quelques jours, dans une situation confuse. Le paradoxe, c'est qu'en fait, ils soutiennent ou ils sont d'accord avec, au fond, ce scrutin, mais qu'ils le craignent quand même, et qu'en même temps, peut-être vont-ils effectivement clarifier, mais pas exactement dans le sens où souhaite le président de la République. Et ils sont surtout, au fond, on a le sentiment, que, d'après tous les retours, et quand on discute avec les candidats, et même sur le terrain, qu'au fond, ils sont un peu en colère d'être obligés de voter pour la majorité présidentielle, parce qu'on leur dit, vous n'avez pas le choix, c'est entre les extrêmes. À la fois, on redonne parole au peuple, officiellement, mais attention, c'est ça qu'il faut voter. Et je pense que tout ça va arriver à densifier un vote assez difficile. Alors justement, on parlait de la majorité présidentielle. Mickaël, on va écouter Gabriel Attal. Il était l'invité hier du 20h de TF1. Il a attaqué Jordan Bardella. Ils avaient promis aux Français que la priorité, c'était la retraite à 60 ans. Finalement, il recule. Il avait promis que la priorité, c'était de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Il vient de reculer. Il avait promis une baisse de l'impôt sur le revenu pour les jeunes. Il a reculé aussi. Le programme du Rassemblement national de Jordan Bardella, c'est un oignon. À chaque jour, il y a le programme qui se pèle. Et à la fin, il reste que les yeux pour pleurer. Parce que c'est pas sérieux, que c'est pas crédible. Ça peut prendre là l'argument de l'oignon, le fait qu'il y a des renoncements du RN où les gens ne votent pas sur le fond. Là aussi, vous savez, on est en pleine contradiction parce que c'est lié encore une fois de plus à la précipitation de la campagne. En général, l'argument pour essayer de dissuader de voter pour les populistes, c'est de dire, vous savez, ils font exactement ce qu'ils disent. Alors attention, parce qu'ils font exactement ce qu'ils disent. Et là, l'argument, c'est de dire, attention, ils ne font plus du tout ce qu'ils disent. Donc en réalité, c'est une sorte également, je dirais, de peur politique, d'incapacité à pouvoir trouver les bons arguments parce que tout va trop vite. Et là aussi, un Premier ministre très en colère contre ce qui se passe. Voilà, il faut aussi le savoir. Ces gens-là font campagne à contre-cœur et n'ont pas supporté. Donc en colère contre la décision d'Emmanuel Macron de la République, bien entendu. Bien entendu. En plus, lui, il est particulièrement humilié. Il a été mis à l'écart. C'est son directeur de cabinet qui lui a appris. Il n'a pas voulu. Il n'a pas été notifié directement par le président de la République. Il a appris très tard. Et évidemment, il a tenté de dissuader, mais sans effet. J'espère que l'oignon, la belle métaphore utilisée par le Premier ministre, obligera pas Renaissance au soir du second tour à pleurer à chaudes larmes, si vous voulez, après cette dissolution, parce qu'en réalité, entre les deux blocs qu'on voit bien se constituer dans la future Assemblée nationale, ce qui risque d'être compressé, tiens, je vais faire une métaphore aussi, comme le jambon au milieu du pain et du sandwich SNCF, c'est sans doute la majorité relative aujourd'hui, c'est-à-dire Renaissance Horizon, c'est ça la réalité. Alors, ce qui est aussi intéressant, pardonnez-moi, c'est que Gabriel Attal a annoncé comme sorte de contre-feu aux propositions de pouvoir d'achat sur lesquelles on va peut-être revenir avec l'interview de Patrick Martin au Figaro. Mais eux aussi, Renaissance, ils y vont et ils disent qu'ils vont dépenser alors qu'il n'y a plus un euro de vaillant. Il n'y a plus un euro de vaillant. Donc il a raison sans doute, le Premier ministre, de dénoncer les reculades incessantes en ce moment du RN sur son programme. Mais pardonnez-moi, c'est quoi d'annoncer aux Français qu'on va soutenir massivement le pouvoir d'achat, qu'on va demander aux entreprises de presque doubler, tripler la prime Macron?
Vous faites de la dépense aussi, alors qu'on sait très bien que là, Bruxelles vient d'ouvrir une procédure pour déficit excessif. Monsieur le Premier ministre, c'est pas sérieux ce que vous annoncez là pour les Français. Lui, hier, il s'est justifié. Il a dit que non, il a dit que c'était les entreprises. Oui, d'accord. Oui, donc c'est pas l'État. Oui, enfin la prime Macron, ce sont les entreprises, mais il y a quand même des dépenses qui sont prévues dans le programme qui sont quand même à quantifier. Bon, tout ça, ça passe crème et on passe à autre chose. Non, puis c'est toujours étonnant d'entendre au fond un adversaire regretter que son challenger ne respecte pas son programme. C'est comme si, au fond, Gabriel Attal, au fond, semblait regretter que le RN ne respecte pas son programme. Donc c'est quand même toujours... on est dans une grande confusion, je trouve. Et puis, c'est vrai que l'argument du déficit public, il est quand même difficilement tenable par l'exécutif, puisque c'est quand même... sous le gouvernement Macron, que les déficits publics ont dérapé, ont explosé, que la France a été dégradée dans sa note. Ça n'est pas du tout parce que d'autres partis étaient arrivés au pouvoir. Alors justement, on va voir, puisque pour le gouvernement, c'est haro sur les programmes et sur les financements des programmes. Bruno Le Maire était l'invité ce matin de la matinale de CNews. On va l'écouter. Nous avons engagé le rétablissement des finances publiques depuis la fin 2023. Nous avons fait des économies, nous sommes sortis du bouclier sur l'électricité, nous avons engagé 10 milliards d'euros d'économies et il faudra, dans le budget 2025, faire encore plus d'économies pour rétablir les comptes. Donc nous sommes à la croisée des chemins. Au moment où il faudrait rétablir les comptes, reconstituer des réserves financières pour protéger demain nos compatriotes et investir notamment dans la sécurité et la transition écologique, les deux autres forces d'opposition, extrême gauche comme extrême droite, ouvrent tout grand les vannes de la dépense publique. Je pense que c'est totalement à contretemps. Voilà, haro sur le financement des programmes. Moi, je suis admiratif du toupet du ministre des Finances, si vous voulez. On a commencé à rétablir les finances à partir de 2023, dit Bruno Le Maire. Non, soyons sérieux. Le déficit budgétaire, il était de 153 milliards en 2023, il va sans doute être de 170, 180 milliards cette année. Je vous parlais de cette procédure pour déficit excessif qui va être ouverte par Bruxelles. Michael Darmon parlait de la dégradation de la note française par Standard & Poor's, si vous voulez, voilà. Et puis, il y a eu un avis hier, ça tombe mal, parce que Bruno Le Maire doit le savoir, mais il n'en a pas parlé. Il y a eu un autre avis d'une autre agence, qui est Moody's, qui dit, en gros, on ne croit pas du tout aux projections de rétablissement des fameux critères de réalisation du pacte de stabilité européen. On ne croit pas du tout à la trajectoire annoncée par Bercy pour revenir à 3% en 2027. Donc, si vous voulez, il faut être admiratif de Bruno Le Maire, qui non seulement est là depuis 7 ans et sait qu'il sera sans doute plus rapidement ministre des Finances, mais qui dit des choses qui sont totalement erronées. Et il le sait très bien, mais parce que c'est pas lui qui a décidé de financer. Je rappelle quand même, c'est 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires pour Emmanuel Macron. Allez, enlevons l'aide à l'Ukraine, le Covid, tout ça, oui. Allez, on enlève 250 milliards, 300. Allez, je vous fais un prix, marché. Il reste 700 milliards avec des Français qui se disent, mais on paye beaucoup d'impôts, on est très endettés et on n'a quasiment plus de services publics. Alors, où passe l'argent, voyez ? C'est plutôt là-dessus que Bruno Le Maire devrait s'expliquer, me semble-t-il. Okay. Oui, et d'ailleurs, la disparition de services publics, c'est aussi constitutif du vote RN. Je pense qu'il est, il n'est pas très honnête intellectuellement de la part de ceux qui sont en campagne actuellement, de montrer et de diaboliser, on va dire, les électeurs de ce parti uniquement parce qu'ils seraient des partisans des régimes libéraux ou qui seraient des partisans de l'extrême droite historique. En réalité, ce sont aussi beaucoup de Français de classe populaire qui s'aperçoivent que dans leur ville, ils sont déconnectés de tout, qu'ils sont abandonnés de tout, que les services publics ne sont pas là et qu'effectivement, en revanche, la fiscalité est toujours là et toujours à l'heure. Donc, de ce point de vue-là, il faut le comprendre. Et depuis le début de la présidence Macron, tous les signaux ont été donnés. La révolte des Gilets jaunes, à laquelle, soi-disant, tout avait été compris, plus rien ne serait comme avant, on va tout changer, on va tout comprendre, eh bien, ce sera la fronde matricielle de cette présidence et qui, aujourd'hui, aboutit à une puissance d'un vote RN qui n'est plus un vote contestataire, mais qui est un vote d'adhésion et repoussoir d'un pouvoir politique.
Et syndicats et patronat prennent position, pas la même. Évidemment, on va parler du patronat d'abord, puisque le patronat auditionne ce matin les représentants des partis politiques. On va voir quelques images, ça se passe en ce moment même. Et dans un entretien au Figaro, Patrick Martin, qui est le patron du MEDEF, la principale organisation patronale, juge que les programmes du Rassemblement national et du nouveau Front populaire sont dangereux pour l'économie. Alors, vous avez tout à fait raison. L'interview de Patrick Martin dans le Figaro est très intéressante. Là, il y a un grand oral avec toutes les organisations patronales. Il y a l'UP2, il y a la CPME, il y a le MEDEF qui auditionne les représentants. D'ailleurs, Bruno Le Maire, il a une journée chargée. Il va être auditionné au nom de la majorité sur les programmes économiques. Mais ce qui est intéressant dans l'interview de Patrick Martin, me semble-t-il, vous avez raison, quand vous regardez de manière assez froide, il dit les deux programmes économiques sont incohérents. Mais quand vous regardez dans le détail, il me semble, c'est mon analyse, on n'est pas obligé de la partager, il me semble qu'il est beaucoup plus dur et sévère avec le programme du nouveau Front populaire qu'il ne l'est avec RN. Pourquoi ? Parce qu'il dit, évidemment, les RN, le Rassemblement national, il revient sur la réforme des retraites, c'est une erreur, il revient sur l'assurance chômage, c'est une erreur, ils veulent baisser la TVA, c'est une erreur. Mais il dit... Mais nous sommes prêts à avoir des explications. Nous attendons les explications. Quand vous demandez des explications, c'est que vous êtes prêts au dialogue. Sur le programme du nouveau Front populaire, il dit ce sont des chiffons rouges absolus. Chiffon rouge absolu, dit Patrick Martin dans cette interview. Le programme, il est chiffré à 200 milliards. Alors, quand vous regardez dans le détail, l'air de rien, c'est un peu de l'ordre du PIB du Portugal par année, ce que le nouveau Front populaire propose de mettre sur la table pour aider les Français. Il n'est même pas complètement chiffré, parce que Marine Tondelier nous disait que le chiffrage est en cours. Mais oui, forcément, il est forcément en cours. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, il y a le sentiment que dans le pire des cas, le patronat, c'est mon analyse, s'accommoderait plus. En plus, il voit bien que le RN est en train de reculer, ce que disait Gabriel Attal, sur plein de mesures, en étant plus prudent, s'accommoderait plus du programme économique du RN que celui du nouveau Front populaire. Et puis moi, d'après des petites informations que j'ai pu glaner, vous avez des contacts aujourd'hui visiblement entre des représentants du RN et du patronat français. Alors le patronat français vous dit non mais c'est pas qu'on adhère à ce que disent les gens du RN, mais si on peut leur éviter les erreurs de 1980 quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, ce serait pas plus mal. Vous voyez ? Donc, moi je pense que cette interview est intéressante quand on la regarde dans le détail. Ouais. Alors pour prolonger ce que dit Eric, effectivement, mais c'est très important de savoir, et là aussi, qu'on est dans un grand jeu de rôle, parce que tous les responsables économiques reçoivent et parlent régulièrement avec Marine Le Pen et avec Jordan Bardella depuis des mois. Il y a même des séquences de coaching qui ont été faites entre des élus RN en présence de Marine Le Pen et des chefs d'entreprise pour ensuite avoir des arbitrages qui se prendraient sur le plan d'un programme économique. Et depuis des mois, les retours que l'on a effectivement, c'est que les sphères économiques cherchent à comprendre en quelle mesure, on va dire, Bardella et Le Pen sont entre guillemets mélonisables. Parce que, évidemment, l'exemple italien est l'exemple de référence. Donc, effectivement, la prudence qu'Éric Revel décrypte fort justement dans le Figaro, raconte ça. C'est-à-dire qu'on est en train déjà de discuter, on attend des explications. Là, ok, vous faites de la campagne, on a compris, vous faites de la politique, mais en réalité, on sait que vous êtes beaucoup plus sérieux que ça, parce qu'on l'a entendu. Mais alors que, évidemment, aucun contact n'existe du côté du Front populaire. Là où il n'y a pas de contact du tout entre le RN et d'autres partenaires sociaux, ce sont avec les syndicats. Et on reviendra demain sur ces auditions par les organisations patronales. On le voit, c'est Édouard Philippe qui est actuellement auditionné, évidemment, représentant du camp présidentiel. On va parler d'une autre actualité. C'est ce qui s'est passé à Courbevoie et ce viol d'une jeune fille de 12 ans qui dit avoir reçu des insultes antisémites. Ça fait évidemment réagir la classe politique. On voit ça avec Yann Effelé. La jeune fille traversait ce square samedi en fin d'après-midi lorsqu'elle est abordée par deux adolescents. Ils l'entraînent de force dans cet hangar désaffecté. Un troisième mineur les rejoint. Après des questions sur sa religion, la jeune fille raconte aux enquêteurs avoir été traitée de sale juive. Elle est alors tapée, violée et filmée en prévision d'un chantage. En pleine campagne électorale, le drame suscite une pluie de réactions politiques. Pour Marine Le Pen, la stigmatisation des Juifs depuis des mois par l'extrême gauche à travers l'instrumentalisation du conflit israélo-palestinien est une véritable menace pour la paix civile. Jean-Luc Mélenchon, lui, dénonce sur ses réseaux sociaux le racisme antisémite. Une position qui a du mal à passer. Mélenchon en prison!
Des centaines de personnes se sont rassemblées contre l'antisémitisme hier soir à Paris. Parmi les responsables politiques sur place, le garde des Sceaux, qui accuse le leader insoumis. Comment osez-vous? Vous n'avez pas de figure. Honte à ceux qui pactisent avec vous pour sauver leur gamelle. À gauche aussi, des élus sont venus dénoncer les ambiguïtés de la France insoumise sur la question. Depuis l'incapacité à qualifier pour certains le Hamas d'organisation terroriste, ce qui s'est passé hier, c'est tout ce qu'on redoutait, que la haine des femmes croise l'antisémitisme. Une préoccupation partagée jusqu'au sommet de l'État. Emmanuel Macron a demandé un temps d'échange sur le racisme et l'antisémitisme dans les établissements scolaires. Le Premier ministre appelle au sursaut. J'appelle véritablement l'ensemble des responsables politiques à mettre des digues sur la question de l'antisémitisme. Assez des discours qui banalisent, assez des propos qu'on tolère, qui installent dans le pays un climat qui, je le dis, est mortifère. 2 suspects de 13 ans ont été écroués. Un 3e âgé de 12 ans est placé sous le statut de témoin assisté pour viol et mis en examen pour d'autres infractions. Voilà, et l'antisémitisme de nouveau présent tragiquement dans cette campagne. Alors, il y a évidemment les attaques du camp présidentiel, les attaques de Marine Le Pen. Ça, on pourrait dire que c'est le jeu politique. Mais quand on entend Laurence Rossignol, qui est socialiste, qui est une défenseuse de la NUP, pointer du doigt la responsabilité de la France insoumise, qu'est-ce qu'il faut en déduire, Mickaël ? Il faut en déduire que, à la fois, certains élus et certaines prises de position de la France insoumise depuis, en particulier le 7 octobre, a pu contribuer effectivement à des amalgames extrêmement douteux et qui encouragent l'antisémitisme sous couvert d'antisionisme. Parce que s'il est parfaitement légitime de porter la cause du peuple palestinien, c'en est une autre chose que de se montrer au fond très, on va dire, plus unanime à l'égard du Hamas, qui est quand même une organisation qui est assez barbare et qui n'a pas un projet de société démocratique, dont les Palestiniens souffrent en premier lieu. Ensuite, ce qui m'horrifie dans cette histoire, c'est de voir à quel point, au fond, le mode opératoire du Hamas a été répété par des gamins. Parce qu'en fait, on voit bien que la boucle Telegram du Hamas qui a diffusé tous les massacres et les exactions du 7 octobre est regardé dans le monde entier et peut inspirer effectivement des modes de fonctionnement. Et manifestement, ce que dit Laurence Rossignol est assez juste. On croit qu'il y a un croisement, puisqu'on parle beaucoup d'intersection. Là, il y a une intersection morbide et mortifère entre effectivement la haine des femmes, la haine des juifs et la manière dont ça s'est passé. Je tiens à dire d'ailleurs que beaucoup de rédactions ont signalé qu'elles préféraient ne pas tout raconter par rapport aux informations qui avaient été données par la justice et la police sur ce qui s'est passé, tellement apparemment ce fait est grave. Et il rappelle peut-être, je ne sais pas quel sera l'impact, il est beaucoup trop tôt pour le dire, mais souvenez-vous de ce fait divers, de cette attaque du fameux Papivoise en 2002 qui avait fortement également impacté le résultat du vote aussi du 21 avril 2002. Éric. Moi d'abord j'aimerais penser à cette petite fille, je le dis avec beaucoup d'émotion, parce que quand on est parent et qu'on imagine que sa petite fille puisse être violée par des barbares de 12-13 ans, on est dépassé par l'horreur, mais cette petite fille a subi 2 outrages. L'outrage d'être torturée, violée parce que juive, donc elle a forcément un stigmate physique. Moi j'ai lu le procès verbal, c'est une horreur. C'est une horreur, ce viol. Et puis, un traumatisme mental aussi, parce qu'elle est violée parce qu'elle est juive. Elle est violée parce qu'elle est juive. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, il y a très peu de gens, à mon sens, qui honorent le drapeau de la gauche en ce moment. Je dirais Jérôme Guedj, je dirais Bernard Cazeneuve, je dirais Laurence Rossignol. Pour le reste, pardonnez-moi, mais quand je vois M. Glucksmann, qui a fait une campagne honorable aux européennes, qui s'est fait insulté de manière antisémite pendant cette campagne, sale juif, et quand j'entends Mme Tondelier qui nous explique qu'en 2 coups de cuillère à peau, tout a été réglé, mardi on faisait ça, mercredi on faisait ça, jeudi on faisait ça, elle l'a dit sur votre plateau. En 3 jours, ils ont oublié tout ce qui a été une partie de la campagne de la France insoumise. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas connu pour mâcher mes mots, honte au Parti socialiste. Honte au Parti socialiste, sauf à ces quelques personnes qui honore la gauche républicaine et, j'allais dire, l'ancien Front populaire. On va continuer à parler de ces législatives, c'est à la une de la presse régionale.
à 10 jours du premier tour, ces législatives anticipées occupent la une de l'actualité régionale. Oui, aujourd'hui, on se plonge dans les programmes pour voir ce que les candidats proposent en matière d'économie. Le Dauphiné libéré se demande, sont-ils vraiment sérieux? Bataille de la crédibilité pour les dernières nouvelles d'Alsace, on l'a vu. Les blocs politiques présentent aujourd'hui leurs propositions économiques aux organisations patronales. L'exercice va être difficile au moment où la Commission européenne vient d'épingler la France pour son déficit budgétaire excessif. Le Télégramme lui a déjà tranché. Chère promesse de campagne, titre-t-il, avec ce coup de semonce, les programmes ont davantage de chances de creuser les déficits que de les réduire. Et du coup, on en parlait, les Français se ruent vers les procurations. 717 000 procurations établies en 9 jours, rapporte la Marseillaise, un chiffre qui explose par rapport à 2022. Il faut dire que les enjeux sont extrêmement importants, alors ça va voter. Et si vous ne vous sentez pas tout à fait au point, malgré ce qu'on peut raconter sur ce plateau et expliquer, Midi Libre fait un dossier complet qui s'intitule « Tout savoir sur les législatives ». Comment faire une procuration, justement, comment se passe la campagne, que va-t-il se passer après le 7 juillet, comment le Premier ministre sera nommé, vous saurez tout, sauf les résultats, évidemment. Et puis je termine avec un autre dossier, celui de la Provence, qui s'intéresse aux nouveaux convertis du Rassemblement national. Parmi les personnes interrogées, il y en a qui estiment que Jordan Bardella incarne la droite qu'incarnait Nicolas Sarkozy à l'époque. Et puis, il y a cette citation qui résonne avec ce que j'ai entendu sur le terrain. Les gens en ont ras-le-bol, tout devient cher, on ne peut plus se loger. La gauche et la droite ont montré qu'elles étaient incapables. Il faut essayer le RN. Un dossier complet pour comprendre ce qui a poussé les gens à changer de bulletin de vote. Alors nous, on a encore le Kawe, mais en Corse, ça suffoque. Première offensive de l'été sur l'île de Beauté, nous prévient Corse Matin. Des températures caniculaires sont attendues, 40 degrés. Ça fait bizarre quand on est surtout pour autour de 10 degrés à Paris. Mais le ciel est bas et voilé et l'alerte pollution est de mise. Et pour terminer, je vous propose de prendre un peu de hauteur avec le Maine Libre qui nous emmène en voyage au-dessus des Alpes mancelles à l'occasion de la sortie d'un livre, celui de Cyril Guéranger et Pascal Mariette. Un peu de rêve, un peu de hauteur en page intérieure du Maine Libre. Merci. On regarde la une de l'hémicycle, Eric. C'est beau la France quand même. Ouais, c'est très beau. C'est toujours Summer of Love? Bah oui, parce qu'il y a cette tentative du vote populiste. Alors elle est au deuxième degré, on prend pas position, elle est au deuxième degré, mais on a l'impression que voilà, ils font des cœurs partout, dans tout, et la victoire aux européennes le prouve. Merci Eric, merci beaucoup Mickaël. Merci d'avoir été avec nous, à très vite évidemment. Merci Audrey, merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public et on se retrouve demain. Très bonne journée.